On commence tout de suite par le fil rouge de cette série, les croisades. Il y en a eu de nouvelles sous le règne de Philippe Auguste pour tenter de reconquérir Jérusalem et la Terre Sainte. La quatrième croisade est détournée de son but initial et s'en va prendre Constantinople, ce qui conduit à la formation du royaume latin de Constantinople qui durera 60 ans avant que l'empereur Michel Paléologue ne restaure l'empire byzantin. La cinquième part se battre en Égypte pour essayer de la conquérir et de l'échanger contre Jérusalem, mais elle se loupe assez piteusement. On va aussi voir du pays et faire entrer l'Espagne dans la danse. Il y a un bail, la péninsule avait été conquise par le califat omeyyade, et lorsque cette dynastie a été renversée par la famille des Abbassides, l'un des derniers omeyyades a repris la péninsule à son compte, pour y créer l'émirat de Cordoue en 756 qui, tant qu'à faire, deviendra califat en 929, pour finir par éclater en 1031 en pas moins de 23 territoires indépendants qui, évidemment, se tirent constamment dans les pattes. Une aubaine pour la Reconquista, la contre-attaque chrétienne en Espagne, dont le fer de lance se compose de 5 royaumes: l'Aragon, la Navarre, la Castille, le Léon et le Portugal. Enfin mis d'accord sur la marche à suivre, leurs armées coalisées remportent en 1212 la bataille de Las Navas de Tolosa, qui leur ouvre la conquête de la péninsule. En Angleterre, Jean Ier n'est pas à la fête. Après les défaites de Bouvines et de La Roche-aux-Moines, les barons font grise mine et ils finissent par se rebeller. Pour arriver à un compromis, il réunit un conseil qui rédige la Magna Carta, grande charte à laquelle le roi doit souscrire et qui limite son pouvoir. Plus de détention arbitraire ni d'intervention dans la succession des barons. Et surtout, tout nouvel impôt doit recueillir le consentement d'une assemblée de nobles. Malgré l'accord, les deux partis, toujours méfiants, reprennent les armes, et Jean Ier regagne du terrain. Paniqués, les barons rebelles font appel à Louis, le fils de Philippe Auguste, pour qu'il revendique la couronne anglaise. Après plusieurs victoires, Louis se brouille avec les barons, qui se rallient tous derrière Henri III, le fils de Jean Ier, lorsque celui-ci meurt. Louis est alors gentiment prié d'aller voir ailleurs en échange d'une belle somme d'argent. Enfin, revenons sur le comté de Toulouse et la croisade contre les Albigeois, parce que ça va être important. Au début, on a un comté dominé par deux maisons, celle du comte de Toulouse, Raymond VI, et celle de Raymond Roger de Trencavel, qui est le vassal de Raymond. Le problème, c'est que le catharisme, un dogme chrétien opposé au dogme de Rome, se développe dans le coin, et tellement en fait que le pape décide de lancer une croisade contre eux sous le règne de Philippe Auguste. Raymond fait acte de soumission et rejoint les croisés, mais pas Trencavel. Carcassonne, sa ville la plus importante, est assiégée, puis prise. Après, comme ça sert un peu à rien de venir tout casser chez le voisin pour repartir aussi sec, les croisés décident de donner les terres de Trencavel à l'un des leurs, Simon de Montfort. Une fois cela fait, la plupart des croisés s'en vont tout contents, et ils laissent à Simon le soin de conquérir ces nouvelles terres et de se faire reconnaître par les gens du coin. Bien vite, il entre en bisbille avec Raymond VI qui cherche à en profiter pour agrandir son territoire. La lutte continue et Raymond se fait carrément excommunier, permettant à Simon de rafler, toujours théoriquement, tous les territoires du comte déchus de la chrétienté. À partir de là, c'est la foire d'empoigne entre Simon de Montfort et Raymond VI, à coups d'escarmouches, de conquêtes et de révoltes. Aucun ne verra la fin de la lutte, et ce sont leurs fils, Amaury de Montfort et Raymond VII de Toulouse, qui devront composer avec Louis VIII en 1223. Louis est le fils aîné de Philippe Auguste. Sûr de son autorité, Philippe a fait le pari de ne pas faire sacrer son héritier de son vivant. Pari réussi, puisqu'à sa mort, Louis VIII a 36 ans et il monte sur le trône sans que personne ne râle. Il est marié en 1200 à Blanche de Castille, qui est la fille d'Alphonse de Castille, mais surtout la petite-fille d'Aliénor d'Aquitaine et de Henri II Plantagenet. C'est par ce mariage, en effet, que Louis VIII obtient les droits sur la couronne anglaise qui lui permettent de débarquer en Angleterre à l'appel des barons.
Louis VIII et Blanche ont une dizaine d'enfants, mais on ne va mettre ici que ceux qui sont arrivés à l'âge adulte. Et oui, il y en a seulement 5. Louis VIII est roi de France de 1223 à 1226. S'il est nommé le Lion, c'est pour les campagnes victorieuses qu'il a menées. En tant qu'héritier de la couronne, il a vaincu Jean sans Terre à la Roche-aux-Moines, puis il a carrément débarqué en Angleterre comme on l'a vu. En tant que roi, il s'est frité avec les Anglais en France et avec le comte de Toulouse, toujours avec succès. Comme fait notable, il y a bien sûr la durée de son règne. 3 ans, c'est court, et ça fait de lui le 3e roi de France ayant régné le moins longtemps. C'est d'autant plus court quand on sait que depuis Hugues Capet, c'était Louis VI qui détenait la palme du règne le plus court, et il n'a pas lâché le pouvoir avant 29 ans d'exercice. Mais cette brièveté est aussi un symbole. Le règne de Louis VIII marque la fin de l'habitude de sacrer les héritiers du vivant de leur père. Philippe Auguste ne l'a pas fait avec lui, et Louis ne l'a pas fait non plus avec son fils, preuve de la stabilité dont jouissait enfin la dynastie capétienne. Louis commence son règne sur les chapeaux de roue, sous prétexte que l'Angleterre rechigne un peu à appliquer le traité signé entre Jean sans Terre et Philippe Auguste. Il part en campagne et annexe le reste du Poitou. Sa deuxième campagne est celle qu'il mène contre le comte de Toulouse Raymond VII, dans le cadre de la croisade contre les Albigeois dont on a parlé juste avant. Au début, c'était surtout pour se poser en roi de France, mais là, il a encore plus à y gagner, puisqu'Amaury de Montfort, le fils de Simon, jette l'éponge et offre ses possessions à Louis VIII, une véritable aubaine. Ni une ni deux, il arrive dans le sud et il se met aussitôt au boulot. Il soumet les seigneurs du coin et donne des titres à ses propres compagnons pour ancrer l'autorité royale en Languedoc. C'est au cours de cette expédition qu'il meurt de maladie sans avoir achevé le boulot de manière propre et définitive. Pour sa succession, Louis VIII a tout prévu. Il décide de donner à tous ses fils cadets des apanages. Un apanage, c'est un fief que l'on donne à un fils de famille royale pour qu'il s'en occupe. Du coup, il y a 2 gros avantages. D'abord, avec un os à ronger, les cadets sont moins enclins à aller chercher des noises aux fils aînés destinés à régner. Ensuite, ça permet de renforcer l'emprise de la famille royale sur un territoire, et on évite ainsi de laisser s'enraciner la dynastie d'un vassal quelconque qui pourrait finir par tourner mégalo. Mais pour éviter qu'avec le temps, le domaine royal ne s'éparpille dans toute la France façon puzzle, il y a une clause. Si la lignée directe par les fils s'éteint, le territoire donné en apanage revient en possession du souverain. Notre carte de France se complexifie donc légèrement. À Louis, l'aîné, revient la couronne. Son frère Robert devient comte apanagiste d'Artois. Alphonse reçoit le comté de Poitiers et le comté d'Auvergne. Et Charles obtient les comtés d'Anjou et du Maine. Louis VIII meurt de la dysenterie le 8 novembre 1226 à l'âge de 39 ans.